Pour bien comprendre le concept du genre, il faut comprendre le concept du sexe. Et là, on ne parle pas de l'acte sexuel. On ne parle pas de la sexualité en tant que telle. On parle d'une catégorie ou des catégories biologiques, c'est-à-dire la catégorie mâle, femelle ou intersexe. Des êtres intersexes sont des êtres humains qui sont nés avec une constitution sexuelle variante, si on veut. Donc, on parle de mâle et de femelle, on parle de biologie, d'endocrinologie, d'anatomie, vraiment les différences sexuelles qui sont déterminées, si on veut, par la biologie et d'autres fonctions biologiques du corps. Le genre est tout autre chose. Alors que le genre est souvent défini comme étant l'expression sociale du sexe, les chercheurs constatent de plus en plus, et là, ça fait plusieurs décennies qu'on parle de ça, là, du fait que le genre, finalement, n'est pas déterminé par le sexe. Le genre, et là, on parle de masculinité et féminité, okay? D'hommes et de femmes, et non pas de mâles et de femelles, d'accord? Le genre, oui, il est influencé par les catégories sexuelles qu'on vient de définir, mais il n'est pas déterminé par ces catégories. Il y a plusieurs études, par exemple, qui démontrent à quel point les bébés mâles et les bébés femelles, s'ils sont élevés exactement de la même manière, incarnent énormément de similitudes dans leur expression de genre, dans leur identité de genre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence. Il y a quand même des différences. Dans la société actuelle, nous avons plus tendance à mettre l'emphase sur les différences entre les hommes et les femmes, entre la masculinité et les féminités. Alors que, dans les faits, on se ressemble beaucoup plus. L'être humain manifeste son genre de toutes sortes de manières, à toutes sortes de niveaux. Les individus manifestent leur genre, expriment leur genre à travers leur code vestimentaire, à travers leur coiffure, à travers la façon qu'ils bougent, la façon qu'ils parlent, la façon qu'ils communiquent avec les autres. Le genre est impliqué dans tout ça, parce que les hommes et les femmes, les garçons et les filles sont éduqués et sont instruits très différemment à ces niveaux-là. Les chercheurs qui travaillent dans le domaine des études du genre et de la sexualité constatent de plus en plus que le genre n'est pas tout simplement déterminé ou influencé par le sexe, mais qu'il est activement construit dans, par et à travers les interactions sociales. Aussi, le genre est construit dans un contexte. Le genre est toujours contextuel. Donc, dépendamment de l'époque historique, dépendamment du contexte culturel, le genre va se manifester différemment. Il sera construit différemment par ses acteurs. Donc, tout ça pour dire que le genre est quelque chose de très instable. C'est quelque chose qui change tout le temps. C'est quelque chose qui change avec le temps, avec le contexte, avec l'histoire, avec l'économie, avec les normes et les valeurs culturelles et sociales, avec les interactions sociales. Le genre, finalement, est socialement construit, c'est-à-dire qu'il est créé dans nos rapports avec les autres et avec notre environnement social. La masculinité, et là je devrais préciser la masculinité dominante, la masculinité hégémonique, stéréotypée, a une influence massive sur la santé des hommes. Les hommes, en général, meurent plus jeunes que les femmes. Les hommes, en général, sont plus dépendants des substances comme l'alcool, les cigarettes et les stupéfiants. Les hommes, en général, sont plus susceptibles à vivre des vies d'itinérance. Les hommes sont plus susceptibles à se suicider. Donc, juste avec ces quelques petites anecdotes-là, ces quelques petits exemples-là,
on voit qu'il y a un écart entre la santé des femmes et la santé des hommes qui est important. C'est intéressant de noter que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré dans un de ses récents rapports sur la santé mondiale que la masculinité hégémonique, c'est-à-dire l'hypermasculinité, est maintenant vue comme étant un facteur néfaste, un facteur qui est directement lié à la santé, le niveau de santé chez la population, chez les hommes. La masculinité hégémonique est associée à tout un éventail de traits de caractère et de traits de personnalité très particuliers. Donc, la compétition, le succès à tout prix, la force physique, l'invulnérabilité, la détermination, la résilience, l'indépendance, l'autonomie et surtout le manque d'émotion. Donc, si la masculinité dominante est définie de cette manière-là et un homme adhère de manière assez stricte à ce code de masculinité, c'est sûr que ces traits de caractère et ces traits de personnalité vont être très utiles dans certains contextes, mais néfastes dans d'autres. Et quand on parle de santé, là, on voit un contexte où les facteurs liés à la masculinité dominante sont nettement néfastes pour les hommes. Parce que ces mêmes traits-là, ces mêmes traits qui rendent l'homme plus fort, plus résilient, plus autonome, plus individualiste, sont les mêmes traits qui découragent l'homme d'aller consulter un médecin quand les choses vont mal, de peut-être s'instruire un petit peu plus sur l'alimentation saine, ces traits-là peuvent aussi nuire aux hommes quand ils ont besoin peut-être d'aller consulter un psychologue ou un psychothérapeute. Donc, tout ça pour dire que les normes associées à la masculinité dominante sont des normes qui qui interfèrent, si on veut, avec une santé saine et robuste chez l'homme.